Bonjour et bienvenue à nos regards. Le 13 février dernier, l'ancien président Trump a été acquitté par le Sénat d'une accusation d'incitation à l'insurrection. Les plaignants lui ont reproché d'avoir tenu des propos qui ont encouragé, voire résulté en la prise d'assaut du Capitole le 6 janvier à la suite de son discours à l'ellipse. Il s'agissait de la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'un président fait face à 2 tentatives de destitution. Tout d'abord, veuillez prendre note que nous sommes maintenant sur Telegram. Tous les liens vers nos autres plateformes sont dans la boîte description sous cette vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à notre chaîne, la partager et laisser vos commentaires. Et veuillez prendre note que la manière la plus sûre de rester en contact avec notre équipe est de vous abonner par courriel, également via le lien dans la boîte description. Un jugement de culpabilité aurait pu conduire à un autre vote, à majorité simple cette fois, pour empêcher l'ancien président de tenir toute fonction publique ultérieure et donc de se représenter aux prochaines élections. Mais le Sénat a voté 57 voix contre 43 pour acquitter l'ancien président. Les 43 sénateurs qui ont voté pour son acquittement sont républicains. Tous les démocrates ont voté pour le condamner, ainsi que 7 républicains qui ont également voté pour le condamner. Il s'agit de Richard Burr, Bill Cassidy, Susan Collins, Lisa Murkowski, Mitt Romney qui avait été le seul républicain à condamner le président lors de son premier procès de destitution, Ben Sasse et Pat Toomey. Pour être condamné, il aurait fallu l'appui de 10 votes républicains de plus, ce qui était peu probable de se produire. Par ailleurs, le procès s'avérait inconstitutionnel puisque le processus de destitution ne peut s'appliquer à un simple citoyen, le président n'étant plus en fonction, et parce que le procès n'était pas présidé par le juge en chef de la Cour suprême John Roberts qui a refusé de le faire. Par ailleurs, le soi-disant procès n'était précédé d'aucune enquête et n'a fait appel à aucun témoin. Selon la résolution présentée par les représentants de la Chambre responsable de la mise en accusation de l'ancien président, Donald Trump aurait commis des crimes et délits graves en incitant à la violence contre le gouvernement des États-Unis. Fin de citation. Il lui reproche d'avoir fait des déclarations fausses au cours des derniers mois et reprises lors de son discours à l'ellipse le 6 janvier, selon lesquelles les élections ont été volées, que les résultats frauduleux ne devraient pas être acceptés et qu'il aurait remporté l'élection haut la main, ce qui aurait encouragé, voire conduit à l'assaut du Capitole. On lui reproche particulièrement d'avoir dit « If you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore. » Si vous ne vous battez pas comme l'enfer, vous n'aurez plus jamais de pays. En résumé, selon les plaignants, il n'est pas légitime, voire permis, de remettre en question l'intégrité d'une élection, et deuxièmement, le discours du président aurait été une incitation à l'insurrection. Selon la défense, remettre en question les résultats d'une élection est protégé par le premier amendement de la Constitution américaine qui protège la liberté d'expression. Selon M. Alan Dershowitz, professeur de droit à l'Université de Harvard et membre de l'équipe juridique de l'ancien président lors de son premier procès de destitution, le premier amendement ne distingue pas la vérité du mensonge. Un mensonge est aussi protégé par la Constitution que la vérité. Il a dit « Dire qu'il n'y a pas eu d'Holocauste est aussi protégé que de dire que 6 millions de personnes ont péri dans l'Holocauste. » Par ailleurs, selon le professeur Dershowitz, il s'agissait d'une opinion de M. Trump et les opinions sont entièrement protégées par le premier amendement de la Constitution. Deuxièmement, les avocats de M. Trump ont relevé que les démocrates ont, par le passé, de nombreuses fois contesté les résultats des élections antérieures. Voyons cette vidéo où l'on voit les responsables de l'actuelle mise en accusation eux-mêmes objecter les votes. 10 of the 29 electoral votes cast by Florida were cast by electors not lawfully certified. Is the objection in writing and signed not only by the member of the House of Representatives, but also by a senator? It is in writing, Mr. President. Is it signed by a senator? Not as of yet, Mr. President. In that case, the objection cannot be entertained. Mr. President, I object to the certificate from the state of Georgia on the grounds that the electoral votes were not... There's no debate. I object to the certificate from the state of North Carolina based on violations of the Voting Rights Act. There's no debate in the joint session. I object because people are horrified
By the overwhelming evidence Section of Russian 18, interference Title in 3 of the United States Code prohibits debate. I object. Objected to the counting of the electoral votes of the state of Ohio. I object to the certificate from the state of Alabama. The electors were not lawfully certified. I object to the 15 votes from the state of North Carolina because of the massive voter suppression and the closing of polling booths. There's no debate. There's no debate. 16 There's to 1, no debate. and the massive voter suppression that occurred to The African Americans. gentleman will suspend. I have an objection to the electoral votes. The objection is in writing, and I don't care that it is not signed by a member of the Senate. I do not wish to debate. I wish to ask, is there one United States Senator who will join me in this letter There of is no objection? debate. The objection is signed by a member of the House, but not yet by a member of the Senate. Well, it is over. If Stacey Abrams doesn't win in Georgia, they stole it. It's clear. It's clear. And I say that publicly, it's clear. You can run the best campaign. You can even become the nominee. And you can have the election stolen from you. He knows he's an illegitimate president. He knows that there were a bunch of different reasons why the election turned out the way it did. Votes remain to be counted. There are voices that were waiting to be heard. And I will not concede. And I respect where you're coming from, and I respect the issues that you're raising. You're not answering the question. Do you think it was... You're not using the word legitimate. There are still legitimate concerns over the integrity of our elections and of ensuring the principle of one person, one vote. I agree with tens of millions of Americans who are very worried that when they cast the ballot on an electronic voting machine, that there is no paper trail to record that vote. But constantly shifting vote tallies in Ohio and malfunctioning electronic machines, which may not have paper receipts, have led to additional loss of confidence by the public. This is their only opportunity to have this debate while the country is listening, and it is appropriate to do so. Concernant l'incitation à l'insurrection, les avocats de la défense ont fait référence à l'affaire Brandenburg versus Ohio, dans le cadre de laquelle, il y a 50 ans, la Cour suprême des États-Unis a établi des balises claires pour déterminer si un discours est une incitation à la violence et doit être puni. Selon les avocats de la défense, 3 éléments doivent être prouvés au-delà de tout doute raisonnable. D'abord, le discours doit, implicitement ou explicitement, encourager le recours à la violence ou à des actions illégales. Examinons les extraits du discours de l'ancien président que les plaignants lui reprochent d'inciter à la violence. L'ancien président a dit par exemple « J'avais utilisé le terme « républicain faible ». Vous en avez beaucoup, et vous en avez beaucoup de forts, mais vous en avez beaucoup de faibles. Vous devez amener vos gens à se battre. S'ils ne se battent pas, nous devons évincer aux premières ceux qui ne se battent pas. Et il faut le faire aux primaires. Nous allons vous faire savoir qui ils sont, je peux déjà vous le dire. Un peu plus tard, il dit « Nous allons marcher jusqu'au Capitole et nous allons encourager nos courageux sénateurs et les membres du Congrès. Nous allons probablement pas applaudir autant certains d'entre eux parce que notre pays ne pourra jamais être repris avec la faiblesse. Vous devez faire preuve de force et vous devez être fort. » Puis il indique « Nous en sommes venus à exiger que le Congrès fasse ce qu'il faut et ne compte que les électeurs qui ont été légalement désignés. Légalement désignés. Je sais que tout le monde ici va bientôt se rendre au Capitole pour faire entendre sa voix de manière pacifique et patriotique. Aujourd'hui, nous verrons si les républicains défendent fermement l'intégrité de nos élections. » Plus loin, il dit « Nous nous battons comme l'enfer, et si vous ne vous battez pas comme l'enfer, vous n'aurez plus de pays. Nos aventures passionnantes et nos entreprises les plus audacieuses n'ont pas encore commencé. Mes compatriotes américains, pour notre mouvement, pour nos enfants et pour notre pays bien-aimé, et je le dis, malgré tout ce qui s'est passé, le meilleur reste à venir. » Et enfin, alors nous allons marcher sur Pennsylvania Avenue, j'adore Pennsylvania Avenue, et nous allons aller au Capitole et nous allons essayer de donner,
Plus loin, il indique « À nous républicains, les faibles, parce que les forts n'ont pas besoin de notre aide, nous allons essayer de leur donner le genre de fierté et d'audace dont ils ont besoin pour reprendre notre pays. » Fin des citations. Donc, à la lumière de ces propos, nous pouvons comprendre que le président Trump parle d'abord d'utiliser les processus légaux, comme les élections primaires, et de ne pas voter pour les républicains faibles qui ne défendent pas le pays. Il utilise les termes « se battre » au sens figuré et dans le sens de se battre pour le pays, et que ceux qui doivent se battre sont les congressistes. Il parle de marcher au Capitole de manière pacifique et patriotique, et pour donner du courage aux républicains pour qu'ils certifient seulement les listes d'électeurs légaux. Il n'a pas s'agi de dire aux manifestants d'aller se battre physiquement au Capitole ni de tout détruire. Après le début des émeutes à 14h38, le président a également tweeté « Veuillez soutenir la police du Capitole et les forces de l'ordre, ils sont vraiment du côté de notre pays, restez pacifiques. » À 15h13, il a tweeté « Je demande à tout le monde au Capitole américain de rester pacifique, pas de violence, rappelez-vous, nous sommes le parti de la loi et de l'ordre, respectez la loi et nos grands hommes et femmes en bleu, merci. » Le deuxième critère selon le jugement de la Cour suprême pour déterminer si un discours est une incitation à la violence et doit être puni est que l'orateur doit avoir l'intention que son discours entraîne le recours à la violence ou à des actions anarchiques ou illégales. Or, il est peu probable que l'ancien président ait eu l'intention que son discours mène à la violence, car à la lumière de ses 4 années de présidence, le président Trump a toujours condamné les émeutes et la violence, a exprimé son admiration pour le respect de la loi et les forces de l'ordre. Regardons cette vidéo présentée par les avocats de la défense. President of law and order and an ally of all peaceful protesters. Republicans stand for law and order and we stand for justice. My administration will always stand against violence, mayhem, and disorder. I stand with the heroes of law enforcement. We will never defund our police. Together we will ensure that America is a nation of law. We just want law and order. Everybody wants that. We believe in safe streets, secure communities, and we believe in law and order. Le troisième critère pour qu'un discours soit considéré une incitation à la violence et puni doit être que le résultat probable du discours soit un recours imminent à la violence ou à des actions anarchiques. Or, cet argument est contredit par le fait que la violence semble avoir été planifiée à l'avance, comme l'ont confirmé le FBI, le département de la justice et même les responsables de la Chambre des représentants. En effet, selon le Washington Post, le 5 janvier, soit la veille de la prise d'assaut du Capitole, le bureau du FBI en Virginie aurait averti ses homologues à Washington que des extrémistes s'apprêtaient à commettre des actes de violence, voire de guerre. Selon le chef du bureau du FBI à Washington, Stephen D'Antuono, le document des services du renseignement a été partagé avec les forces de l'ordre, y compris la police du Capitole, la police des parcs, la police de Washington et d'autres agences fédérales et locales. Par ailleurs, en date du 19 février, 9 personnes sont accusées de conspiration en lien avec les événements du 6 janvier. 7 des 9 personnes inculpées font partie d'un groupe qui aurait incité la foule à entrer au Capitole. Également, dans une lettre adressée à Nancy Pelosi le 1er février, l'ancien chef de la police du Capitole, Stephen Sund, qui a dû démissionner par la suite, discerne 2 profils de manifestants lors des événements du 6 janvier. Il discerne les habituels partisans de Trump qui ont participé à d'autres grandes manifestations qui ont eu lieu après les élections du 3 novembre, soit le 14 novembre et le 12 décembre, au cours desquelles il note avoir eu un nombre limité de violences et ou de blessures infligées aux policiers et un nombre limité d'arrestations. Fin de citation. Plus loin, il écrit « À aucun moment au cours des précédents événements MAGA 1 ou MAGA 2, la foule n'a tenté de prendre d'assaut ou d'attaquer le bâtiment de la Cour suprême ou le bâtiment adjacent au Capitole. » Il a également affirmé, le mercredi 6 janvier, à 7h15 environ, alors que je me rendais au travail en voiture,
J'ai appelé l'inspecteur Robert Glover de la police métropolitaine pour m'enquérir des foules qu'il voyait pour cet événement qui débutait à l'Ellipse. L'inspecteur Glover a déclaré qu'il y avait déjà des files d'attente pour entrer, mais que la foule était conciliante et qu'il n'avait observé aucun problème. Toutefois, dans sa lettre, il dénote un deuxième type de manifestant au profil tout à fait différent. Il écrit « Je suis dans les forces de l'ordre depuis près de 30 ans. Je peux vous dire que je n'ai jamais rien vu de tel que la violente insurrection dont nous avons été témoins le 6 janvier. » Il écrit au sujet d'événements survenus vers 13 heures. « Nous avons observé un grand groupe d'individus approchant le côté ouest du Capitole. Lorsque le groupe est arrivé dans le périmètre, il n'a agi comme aucun autre groupe de manifestants que j'ai vu auparavant. Contrairement à d'autres protestations animées, ces manifestants ne se sont pas simplement rassemblés pour exprimer avec colère leurs griefs. Dès que ce groupe est arrivé dans notre périmètre, ils ont immédiatement commencé à se battre violemment avec les policiers. Il m'est immédiatement apparu que le but premier était de défaire notre périmètre le plus rapidement possible et de passer la ligne de police. Cette foule ne ressemblait à rien de ce que j'ai vu au cours de ma carrière de policier. Le groupe était composé de milliers de criminels violents, bien coordonnés et bien équipés. Ils avaient des armes, des munitions chimiques, des équipements de protection, des explosifs et du matériel d'escalade. Un certain nombre d'entre eux portaient des écouteurs radio indiquant un haut niveau de coordination. » Fin de citation. Notons également que des bombes ont été posées la veille près du Capitole. Les médias ont également rapporté la nouvelle de la potentielle planification et coordination de prise d'assaut du Capitole. It was not some sort of spontaneous decision by a bunch of, quote, protesters to go up to Capitol Hill and storm Capitol Hill. This was all planned out. How much of it was planned? How much of this was strategized ahead of time? They are getting indications, some evidence that they've seen that indicates that there was some level of planning. There appears to be premeditation. FBI internal report the day before the siege, warning of a violent war at the Capitol. The FBI issued a warning of a, quote, war at the Capitol. The FBI warned law enforcement agencies about this specific attack. Be ready to fight. Congress needs to hear glass breaking, doors being kicked in. We developed some intelligence that a number of individuals were planning to travel to the D.C. area with intentions to cause violence. We immediately shared that information. And they pushed out that information through this JTTF structure. It was immediately disseminated through a written product and briefed through our command post operations to all levels of law enforcement. The FBI says 2 pipe bombs discovered near the Capitol on January 6th were placed there the night before. New video appears to show a person suspected of planting pipe bombs near the U.S. Capitol the night before. The FBI now says the bombs were planted the night before the Capitol siege between 7:30 and 8:30 p.m. They were planted the day before. All goes to the idea of premeditation and coordination among individuals. This was a planned assault as if going after a castle. Enfin, si on examine la chronologie des événements, selon la lettre de M. Sund, le premier groupe de manifestants violents qui a atteint le périmètre de sécurité serait arrivé aux environs de 13 heures, alors que le président a terminé son discours 15 minutes plus tard. Et compte tenu du fait qu'il faut environ marcher 2 km de l'Ellipse au Capitole, soit environ 25 minutes de marche, le groupe de manifestants violents n'aurait pas assisté à près de la moitié du discours du président, et particulièrement à la soi-disant incitation à la violence « You have to fight like hell » qu'il a prononcée vers la fin. Un autre aspect problématique de la mise en accusation de l'ancien président est que les plaignants ont altéré, du moins en partie, le contenu de ce qu'ils ont présenté comme étant des preuves. Par exemple, en présentant le discours du président lors des audiences au Sénat, ils ont omis de présenter le passage où il prononce les mots « pacifiquement et patriotiquement faire entendre nos voix ». Également, 2 partisanes de Trump ont également accusé le représentant Eric Swalwell d'avoir dénaturé le sens de leur tweet qu'il a présenté comme des éléments d'incitation à la violence. Par exemple, M. Swalwell a présenté un tweet de Kelly Jane Crimmer, la coordonnatrice de l'organisation Women for America First,
qui a été retweeté par le président. Dans son tweet, Mme Kramer écrit « The Calvary is coming, Mr. President ». Selon elle, le sens de son tweet était que le président bénéficie d'un soutien, que des millions d'Américains le soutiennent. Fin de citation. Elle a dit « Nous voulions une élection juste et libre, nous voulions la transparence dans le processus électoral. J'ai tweeté que le calvaire allait arriver, c'est exactement ce que je voulais dire, que l'aide est en route pour faire savoir au Congrès et au peuple américain que des gens observent et veulent que les choses soient faites correctement, qu'il s'agit de la fondation de notre pays. » Fin de citation. Elle a dit qu'elle n'avait rien à voir avec les événements survenus au Capitole, que son organisation a tenu un très bel événement à l'Ellipse où le président a fait son discours. Elle a dit avoir été choquée de voir le représentant Swalwell l'accuser d'incitation à la violence. Une autre partisane de Trump, Jennifer Lynn Lawrence, a accusé le représentant Eric Swalwell d'avoir dénaturé son tweet. Elle a écrit dans un tweet du 3 janvier, retweeté par le président, « Merci Donald Trump pour le retweet. Cela a été un honneur de nous tenir debout et de nous battre pour vous et notre nation. Nous serons forts le 6 janvier à Washington avec vous. Nous apportons le calvaire, Monsieur le Président. » Toutefois, le représentant Swalwell emploie le mot « cavalry », qui a une connotation militaire ou de cavalerie, plutôt que le terme « calvanie » ou « calvaire » qui avait été employé par Mme Lawrence. Dans une déclaration ultérieure, Mme Lawrence explique avoir employé le mot « calvaire » car elle donnait à ses propos une connotation religieuse, faisant référence à la crucifixion de Jésus, car elle pense que la corruption des institutions sacrées sont les résultats de la séparation de Dieu et de l'État. Fin de citation. Elle a dit ne pas s'être coordonnée avec le président pour soi-disant stopper la certification des votes au Congrès. Elle a également relevé que M. Swalwell a ajouté un crochet à son compte Twitter comme pour signifier que son compte avait été vérifié par Twitter alors que ce n'était pas le cas. Les avocats de la défense ont également qualifié d'hypocrite le fait de reprocher au président d'avoir employé le mot « fight » ou l'expression « fight like hell » puisqu'il s'agit de termes largement utilisés dans le langage courant, mais également en raison de propos violents tenus par les démocrates eux-mêmes à l'égard du président au cours des dernières années. There needs to be unrest in the streets for as long as there's unrest in our lives. You got to be ready to throw a punch. You have to be ready to throw a punch. Donald Trump, I think you need to go back and punch him in the face. That I thought he should have punched him in the face. I feel like punching him. I'd like to take him behind the gym if I were in high school. If we were in high school, I'd take him behind the gym and beat the hell out of him. No, I wish we were in high school. I could take him behind the gym. I will go and take Trump out tonight. Take him out now. Okay. When was the last time an actor assassinated a president? They're still going to have to go out and put a bullet in Donald Trump. Show me where it says that protests are supposed to be polite and peaceful. I have thought an awful lot about blowing up the White House. Please, get up in the face of some Congress people. People will do what they do. I want to tell you, Gorsuch, I want to tell you, Kavanaugh, you have released the whirlwind, and you will pay the price. We're going to go in there, we're going to... This is just a warning to you Trumpers. Be careful. Walk lightly. And for those of you who are soldiers, make them pay. If you had to be stuck in an elevator with either President Trump, Mike Pence, or Jeff Sessions, who would it be? Does one of us have to come out alive? Enfin, les avocats de la défense ont également relevé que les plaignants n'ont eux-mêmes pas condamné les émeutes qui ont mis à feu et à sang les grandes villes américaines l'an dernier, voire les ont soutenues, comme le présente cette vidéo. I'm telling you, they're not going to stop, and everyone beware, because they're not going to stop. They're not going to stop before Election Day in November, and they're not going to stop after. And please, show me where it says that protests are supposed to be polite and peaceful. I just don't even know why there aren't uprisings all over the country. Maybe there will be.
night in St. Louis. They shot and killed David in cold blood. Destroying property which can be replaced is not violence. This is an apartment complex on fire And it just collapsed. The building just collapsed. I have nowhere to go now. These people did this for no reason. This is just a snapshot of some of the damage that people will be waking up to. Going up, but police clearly... I'm proud of New York, and I'm proud of the protests. There is damage everywhere you look. Honestly, it looks like a war zone. Heartwarming to see so many people turn out peacefully. They keep doing it day after day after day. Our country is a nation of protests. The Patriots were protesters. St. John's Church is on fire. You disavow violence from Antifa? That's a myth. I hope someone burns down your whole precinct with all y'all inside. It is not, generally speaking, unruly. And you push back on them. And you tell them they're not welcome anymore, anywhere. They're not going to let up, and they should not. En terminant, soulignons que, bien que le soi-disant procès de mise en accusation ait été inconstitutionnel, que les plaignants n'ont pas réussi à corréler la prise d'assaut du Capitole au discours de l'ancien président Trump et qu'ils ont, somme toute, perdu, ces derniers ont bénéficié d'une couverture médiatique positive de la part des médias grand public. Toutefois, les avocats de Trump ont, quant à eux, reçu des menaces de mort, ont vu leur domicile vandalisé et ont perdu des opportunités d'emploi. Par exemple, une école de droit a annulé le cours que l'avocat David Schoen allait donner à l'automne, affirmant que certains professeurs et étudiants seraient mal à l'aise d'avoir M. Schoen sur le campus s'il s'impliquait dans cette affaire. Fin de citation. L'avocat Michael Van Der Veen a vu sa maison vandalisée, des fenêtres brisées et a reçu une centaine de menaces de mort. Il a déclaré avoir dû envoyer ses enfants dans un lieu secret et d'avoir été obligé d'engager des gardes armés à la maison et à son travail. Ce faux procès s'inscrit dans une tendance de plus en plus lourde de cancel culture ou culture de l'annulation aux États-Unis, où les opinions politiques qui ne cadrent pas avec ceux de la majorité sont diabolisées, voire criminalisées. Par ailleurs, il semble que les plaignants affichent ouvertement vouloir instrumentaliser le processus de destitution en vue de disqualifier leur principal opposant politique et l'empêcher de se représenter comme président, tel que le montre cette vidéo présentée lors des audiences. Bother with the Senate trial of Donald Trump. He's no longer president. He'll be out of office anyway. Is it to keep him from ever running again? Make sure he can never run for office again. Keep him from running for office again. Donald Trump would not be able to run for office again. Barring him from running for office again. Disqualified from running for office. Disqualify him from ever running from office again. Disqualified from running for office again. It's about focusing that he can never run again. Remove him from ever running for office again. Never be able to run for office again. To ban former President Trump from running again. If we don't impeach this president, he will get reelected. En d'autres mots, il s'agit de faire fi du droit des citoyens américains de voter eux-mêmes pour choisir qui sera leur président en utilisant le processus de destitution, plutôt que de gagner réellement le cœur des électeurs. Chers amis, nous nous arrêterons ici pour le moment. Si vous avez apprécié notre vidéo, n'hésitez pas à cliquer la mention j'aime, la partager et la commenter. Nous vous rappelons que vous pouvez également vous abonner par courriel à notre chaîne via le lien dans la boîte de description sous cette vidéo. Nous vous remercions grandement de votre attention et nous vous disons à la prochaine.